Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une question qui nous intéresse tous, qui nous touche tous en tant que citoyens, en tant que consommateurs, celle du logement. Alors, le Marocain est-il satisfait de ses conditions de logement, d'acquisition de logement? Que faut-il faire pour porter ce secteur ô combien lourd sur notre économie, mais également sur notre bien-être? Pour en discuter avec moi sur le plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hind Benezha. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef de la division des études et de la prospective au ministère de l'Habitat. Bienvenue. Merci. Également, sur ce plateau, Yassine Lahlou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de la commission communication au sein de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, également directeur général de meilleurtaux.ma. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Également autour de cette table, Youn Salibal, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association de consommateurs Unis Consof. Également autour de cette table pour parler du logement, monsieur immobilier chez nos confrères de la vie, École et Daharmak, bonsoir. Bonsoir Khadija. Bienvenue. Merci. Alors selon une récente enquête du Haut Commissariat au Plan, une enquête sur la perception des Marocains du bien-être, eh bien, sachez que la principale préoccupation du Marocain est la condition ou les conditions de son logement, sachant que pour plus de 60% de nos concitoyens, eh bien, le logement est le principal déterminant de leur bien-être. La première question que je vous poserai et que je poserai à chacun de vous, représentant bien sûr chacune des institutions qu'il représente, selon vous, le Marocain est-il satisfait de l'état du logement au Maroc? Et bien sûr, je vais commencer avec Monsieur Hannibal, vu que vous représentez le consommateur marocain. D'abord, merci pour le sujet qui a une importance capitale pour les consommateurs de façon générale, notamment en matière d'immobilier. On sait très bien la valeur de l'immobilier ou bien d'entrer en propriété immobilière pour le Marocain. C'est parfois des rêves de vie. C'est d'une importance capitale. Est-ce que le Marocain est satisfait de son logement de manière générale? Je parle en fonction des réclamations que nous recevons, que nous recensons au niveau de l'association de protection du consommateur. Et je vais vous révéler juste par classement, c'est la deuxième catégorie de réclamations. Bien entendu, nous sommes en train de faire un travail, je dirais très approfondi, afin de déterminer à quel niveau se situe le malaise perçu par les consommateurs dans le logement. Alors, excusez-moi, juste quand vous dites c'est le plus grand nombre de réclamations que vous recevez, justement en parlant de nombre, combien en recevez-vous par an, par exemple? Par an, alors nous avons des statistiques qui révèlent que nous avons recensé dans un premier temps quelque chose comme 1500 réclamations. 1500 réclamations. Bien entendu, chaque réclamation dans un domaine déterminé. Donc le premier des problèmes, il concerne les délais qui ne sont pas respectés. Le deuxième, il concerne la qualité des biens, donc la qualité des biens qui sont livrés. Et puis, il y a une série d'autres natures de réclamations, la garantie, les clauses abusives. Voilà, donc il y a un petit peu cet apanage de problèmes qui fait qu'aujourd'hui, uniquement au niveau de notre association de Casablanca, sachant que ces chiffres ne concernent que Casablanca, donc on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc les 1500 ne concernent que la région de Casablanca. Attention, que notre association, parce qu'il y a d'autres associations. Donc au niveau de notre association, c'est le chiffre que nous avons recensé. Donc maintenant, est-ce que ça peut faire office, je dirais, d'un baromètre fiable pour pouvoir parler de satisfaction? On ne sait pas. Ce sont les problèmes qui sont perçus par les consommateurs insatisfaits. Donc on ne sait pas pour quel est le taux des consommateurs satisfaits. Donc maintenant, c'est un travail de fond qui doit être fait. Très bien. Alors, en parlant de travail de fond et de travail en tout cas de toucher ces attentes du consommateur et de l'acquéreur d'un bien immobilier, Madame Benezha, au niveau du ministère, percevez-vous comme des associations de consommateurs des plaintes du consommateur? Bonsoir d'abord, je vous remercie d'être parmi vous dans ce plateau. Effectivement, nous recevons effectivement des requêtes essentiellement sur la qualité du logement. Et c'est ce qui nous a poussé en fait à lancer une enquête sur
on a lancé 2 enquêtes, une en 2012 et une autre en 2015. Et les 2 enquêtes ont donné des résultats qui sont à peu près similaires. Nous avons un taux d'à peu près 70% de personnes ou de ménages qui sont satisfaits de leur logement. 70% de ménages satisfaits de leur logement. Alors les 30%, forcément, ça doit être les 30% qui nous envoient les requêtes et aussi aux associations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de qualité, il y a certainement des choses qu'il va falloir revoir. Mais maintenant, en gros, le citoyen marocain et le ménage marocain, il est, selon les enquêtes que nous avons lancées, il est satisfait en gros de son logement. Ces enquêtes, ils ont concerné un échantillon de 55 000 ménages, c'est-à-dire c'est un grand échantillon. Et ça a concerné l'urbain et le rural aussi. Donc voilà, ce sont des chiffres, du terrain. Et voilà, donc c'est ce dont on dispose aujourd'hui. Alors un mot qui revient souvent, bien sûr on ne peut pas dissocier qualité et satisfaction, hein, Monsieur Lahlou, en tant que fédération qui regroupe en tout cas les promoteurs immobiliers, il y a ce problème de qualité qui revient, hein, qu'on retrouve très souvent parmi les plaintes des acquéreurs. Alors, merci de m'avoir invité. Moi, c'est de la musique pour mes oreilles, d'entendre qu'il n'y a que 1000 ou 1500 plaintes sur, si on prend par exemple les 4 dernières années, la production, je vais parler de logement social qui est la majorité, okay. Il y a eu à peu près 276 000 appartements. 280 000 livrés, hein, voilà, logements livrés. 280 000. Fois 5 personnes, ça fait 1 million de personnes qui ont été logées ces 4 ou 5 dernières années. Si vous avez 1000 plaintes, je trouve que c'est pas assez. C'est pas beaucoup. Mais là, nous ne parlons que de la région, oui, encore une fois, de Casablanca et que d'une seule association. Mais après, selon les chiffres avancés par Madame, c'est 30% hein, des acquéreurs qui ne sont pas satisfaits, selon l'enquête du ministère. Donc, alors, là, on a des chiffres différents. Ce qui est intéressant de voir dans cette enquête, c'est qu'il y a une évolution aussi des personnes, des habitants. C'est qu'il y a 5-10 ans, ils voulaient juste un logement. Et donc, il y a une maturité qui est en train de s'installer. Et ces clients, maintenant, ils veulent un peu plus, ils veulent de la qualité. On exige de la qualité, voilà. Bien sûr. Et je trouve que cette évolution, que ce soit du client ou du promoteur, elle est bien. Pourquoi? Si le client devient plus exigeant, le promoteur il sera obligé aussi de s'adapter. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et la crise qu'il y a en ce moment aussi dans l'immobilier pousse les promoteurs à s'adapter. Parce que celui qui va faire de la qualité va vendre en premier. Alors, vous parlez de crise, Monsieur Harmak. Oui. Je voudrais juste revenir peut-être sur le chiffre de 1500. Alors, c'est un indicateur précieux. Oui, il est important, mais bon, je crois qu'on ne doit pas s'arrêter à ces 1500. D'une certaine manière, c'est un indicateur, donc. Je pense qu'il faut juste, disons, revenir à ce qu'on retrouve au niveau des réseaux sociaux, des citoyens qui sont confrontés au quotidien à des problèmes monstres. Tout segment confondu, on ne parle pas que du social. Là. Tout segment confondu. Au standing inclus et surtout avec des prix exorbitants. Absolument, absolument. Et donc, je crois que ça, quelque part, ça dit que 1500 ou peut-être 30% d'insatisfaits, ce n'est pas forcément représentatif de la réalité du terrain tel qu'on pourrait... C'est sûr que ça ne l'est pas. C'est sûr que ça ne l'est pas parce que vous pensez bien que tout le monde n'a pas le même réflexe de s'adresser à une association de protection du consommateur. Il y a des gens qui ont les moyens de s'adresser directement à la justice. Il y a des gens qui rechignent à recourir à la justice. Il y a des gens qui préfèrent temporiser et ne pas recourir soit aux associations de protection de consommateurs, soit à la justice. Donc ce sont des chiffres effectivement à prendre avec beaucoup de pincettes et beaucoup de prudence. Donc il y a cet indicateur des réseaux sociaux aujourd'hui qu'on trouve très précieux. Très important baromètre aujourd'hui. Voilà. Mais en fait, l'indicateur officiel, c'est lui qui fait foi. En fait, les réseaux sociaux, on peut raconter tout et n'importe quoi aussi. Maintenant, mais après, effectivement, moi, je rejoins juste ce point très important soulevé par mon confrère Reda Harmak. Est-ce que peut-être on devrait commencer à prendre en considération ces avancées technologiques pour établir ce genre d'enquête, parce que finalement, ça reflète un peu la réalité du ressenti. Telle qu'elle est vécue par le citoyen.
Mais ce qui est difficile, si vous permettez, c'est de la mesurer. Parce que ce qu'on a là, l'étude qui a été faite, c'est la plus grosse étude qui a jamais été faite au Maroc. D'avoir 30% d'insatisfaits, c'est déjà un très bon indicateur. Après, il faut voir de quoi ils sont insatisfaits. Est-ce qu'ils sont insatisfaits du mur ou ils sont insatisfaits du quartier, de l'environnement, de le manque d'école, de pas de sécurité? Ça, on n'y est pour rien, nous, à la Fédération. Vous êtes bien d'accord? On ne peut pas s'occuper de mettre en place la ville. Nous, on construit. De politique de la ville, c'est autre chose. Oui, mais mais l'insatisfaction qui est exprimée, c'est une insatisfaction de vie. Oui. C'est-à-dire la propreté de l'immeuble, des escaliers de l'immeuble, qui en est responsable. De l'insécurité du quartier, si la dame, elle sort pour aller faire son marché et qu'en bas, il y a des enfants qui l'embêtent, est-ce que c'est la responsabilité du promoteur? Mais après, s'il y a une fissure, oui. de 3 cm sur le mur... Ça, je vous l'accorde. On reste peut-être même juste parce que là, effectivement, on ne peut pas mesurer ni quantifier. Encore moins, déjà, on a du mal avec entre satisfaits et non satisfaits. Absolument. Et si on entre dans les 30%, alors effectivement, entre sécurité, peut-être services sociaux, absolument. Il y a un tout, mais bon, on va se limiter à la qualité, à la conformité du logement, de la construction. Juste revenir à un point important que monsieur a évoqué tout à l'heure. Il a dit que dans les plaintes, dans les 1500 plaintes par an, il y a des gens qui sont insatisfaits des délais. Déjà ça rentre pas dans le qualitatif. Dans les 30% dont on a parlé. C'est les délais de livraison. Donc, les délais de livraison. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il ne rentre pas dans la qualité du logement. Je crois que pour le consommateur, c'est une expérience. Donc, oui, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. On ne va pas se poser la question, est-ce que mon insatisfaction vient de telle chose ou de telle autre chose? C'est vraiment demandé de l'association des consommateurs, c'est aussi de pouvoir fournir aussi des études. Des études de terrain, et pas qu'on ne s'adosse pas juste sur des plaintes ou des requêtes ou des choses comme ça. On pourrait confronter aussi nos chiffres, les chiffres officiels du ministère et aussi les chiffres des consommateurs, l'association des consommateurs, et on pourrait peut-être sortir quelque chose de louable entre nous. Effectivement, vous savez, les réclamations que reçoivent en général les associations de protection des consommateurs, c'est déjà le terrain. Ce sont des gens qui s'adressent aux associations suite à un préjudice subi, suite à un problème vécu. Effectivement, là où il est impossible de comparer les chiffres, c'est que l'étude a été menée sur le logement, ça veut dire des gens étant déjà installés, et puis les associations reçoivent des plaintes quant, à l'étape qui leur permettrait d'entrer en possession ou bien en propriété. Donc effectivement, il est difficile de concevoir, une étude ou bien comparer les chiffres parce que les deux niveaux ne sont pas les mêmes. Les gros problèmes qui sont posés pour les consommateurs de façon générale, c'est les conditions d'accès, les contrats, les clauses abusives, les délais de livraison. Ensuite, et comme je l'ai dit tout à l'heure, vient la qualité. Donc la qualité, c'est comme deuxième étape. Mais je voulais parler tout à l'heure d'un élément très important pour répertorier, les étapes de l'accès à la propriété. Il y a d'abord le cadre légal. Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif juridique afin de passer une opération légalement et avec toute la sécurité qui va avec. Et puis, il y a l'étape du contrat, donc l'étape où la prise de contact se fait avec le promoteur immobilier. Et puis, en cas de contestation, vient l'intervention de la justice. Donc, quelle interprétation donne la justice un certain nombre d'engagements pour pouvoir instaurer un climat de confiance. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, nous sommes en face de décisions contradictoires et qui amplifient la méfiance entre consommateurs et vendeurs. C'est ça le problème, parce que le manque de visibilité quant à la possibilité d'obtenir gain de cause devant une juridiction fait que parfois des consommateurs ne réclament pas, ne s'adressent pas au tribunal. Donc d'où ils se satisfont de la situation de leur logement et tout ce qui relève des conditions juridiques, des vices de forme, des actions que leur permet la loi, ils ne les engagent pas. Donc, est-ce qu'on prend ça comme élément au niveau du ministère? On n'a pas la réponse. Je crois que la racine des problèmes que vous citez, c'est la loi sur la vente en l'état futur d'achèvement. Entre autres. Voilà. Entre autres. Qui implique, si vous pouvez juste en dire
dire un peu plus, pour qu'on comprenne tous. Hein. Alors c'est une loi qui encadre la vente sur plan, qui a été amendée récemment avec beaucoup d'agitation. De remous, oui. Voilà, de remous de la part des associations de protection de consommateurs, des promoteurs immobiliers. Pourquoi? Voilà, c'est une loi qui, à ce que j'ai cru comprendre, ne satisfait personne et finalement ne résout aucun. Est-ce qu'elle satisfait le consommateur, l'acquéreur? Pas du tout. Voilà. Pourquoi? Voilà. Juste pour qu'on Normalement, explique, elle devrait. Hein. pour qu'on puisse déjà expliquer quel est le point de discorde, pourquoi ça a fait beaucoup parler de Alors, cette loi. peut-être juste pour planter le décor, Voilà. on a eu l'occasion dernièrement essayer de voir sur le terrain ce qu'a changé cette loi de vente en l'état futur d'achèvement. Ce n'est absolument pas reluisant. Ce qu'on a vu, c'est que c'était pratiquement utilisé par quelques promoteurs immobiliers, essentiellement de grande taille, et ignoré par la grande majorité des professionnels. Donc voilà, c'est une loi qui a fait pchit, disons. C'est une loi en fait qui est censée organiser les transactions immobilières entre bien sûr l'acquéreur et le promoteur immobilier ou bien un particulier pour pouvoir officialiser, on va dire, l'achat avant achèvement. Avant achèvement, c'est-à-dire sur plan ou bien en cours de construction. Oui, oui. En fait, ça organise en fait surtout les délais. Ça devrait engager le promoteur immobilier à construire dans un délai. Ça devrait organiser en tout cas. Voilà. Voilà. Et le promoteur immobilier s'engage à construire dans un délai déterminé. Et l'acquéreur, il s'engage aussi à acheter ce logement avec les prestations prédéfinies depuis le départ. Donc normalement. Cette loi, elle est de bonne foi. Madame Mouza, qu'est-ce qui a fait que ça fait pchit? En fait, je reprends l'expression. En fait, peut-être que on devrait demander aux promoteurs immobiliers, peut-être que ça ne les arrange pas beaucoup. À ce que les délais soient vraiment carrés. Voilà. Il y a ça, il y a beaucoup, entre autres. Mais voilà, avant que finisse ce point. Oui. Il y a aussi un décret, en fait, il y a aussi un décret qui devrait aussi sortir dans pas longtemps et qui devrait lui organiser, parce que le promoteur immobilier devrait poser une caution bancaire pour s'engager sur les délais, aussi sur le montant, etc. Ce n'est pas encore, ça devrait sortir dans un décret. Ils sont d'accord, les promoteurs, sur ça? On a fait ensemble cette loi. Si vous permettez. La VEFA, c'est une loi française qui permet le transfert progressif de la propriété. Okay. Au Maroc, le transfert progressif de la propriété est interdit, est impossible. Donc après, vous pouvez construire la même loi sans le noyau dur. Vous pouvez essayer plusieurs moutures. Tant que le transfert progressif de la propriété n'est pas possible, c'est une fausse loi. Ça, c'est l'élément. C'est le principal élément. Oui, pourquoi? Oui, Parce que, qu'est-ce que c'est le transfert progressif de propriété? C'est que le client, quand il va à la banque et qu'il demande un financement, il a une garantie à chaque étape. Tout à fait. Et donc la banque le finance. Donc le client, il donne son argent avec une garantie. Si jamais il y a un problème, il récupère son argent et il le rend à la banque. Mais s'il n'y a pas de transfert progressif, la banque, elle ne veut pas lui prêter d'argent. Parce que la banque n'a aucune garantie. Aucune garantie. Garantie. Et du coup, s'il n'est pas livré à temps, il va commencer à payer un crédit ne paye dont pas. il ne profite pas. Mais s'il ne paye... faut voir de l'autre côté aussi. Mais s'il ne paye pas, le promoteur, lui, il est en manque de trésorerie, et donc du coup, le retard s'installe. Si jamais cette loi est mise en place et que le client a la garantie pour pouvoir être financé et que le promoteur en face reçoit les fonds pour pouvoir travailler, s'il y a un problème de délai, là vous pénalisez. Et là c'est clair. Mais tant que le noyau dur, la conservation foncière ne le permet pas, cette loi, elle va faire pchit, même avec une autre mouture.
et une quatrième mouture. Elle fera pchit encore. D'abord, Monsieur Hannibal. faut revenir, je dirais, à l'origine. Donc, cette loi, il y a une forme de vente qui a vu le jour durant les années 80-90. C'était la vente sur plan. On a commencé à vendre avant que le bien ne soit construit. Donc, il fallait encadrer cette relation entre vendeur-acquéreur sur un bien qui n'est pas encore sorti de terre. Donc, on ne peut pas laisser le consommateur s'engager sur un bien, signer des contrats et très souvent sur des montants très importants sans qu'il y ait une loi. Donc, qui régit la relation pour cette phase de construction ou d'achèvement futur. Donc, c'est pour ça que la loi a été adoptée dans un premier temps, c'est dans ce sens. Parce qu'il y a aussi des promoteurs, excusez-moi, il y a aussi des promoteurs qui ont fait défaut, qui se sont évaporés dans la nature. Raison de plus, justement. Mettant des centaines. Raison de plus. C'est pour ça qu'il fallait plus de sécurité pour le consommateur. Parce que la loi, elle est la loi de 1913, donc elle existe depuis plus d'un siècle. Elle régit les rapports entre vendeurs et acquéreurs pour les biens qui existent déjà. Donc il n'y a pas de problème. Mais pour encadrer, pour sécuriser la relation, il faut qu'il y ait un cadre juridique entre vendeurs et acquéreurs pour les biens en cours de construction. Donc c'est ça. Et on n'a pas réussi, depuis l'adoption de la première loi en 2002 à la date d'aujourd'hui, à trouver cette forme qui permet de garantir les relations ou bien de pérenniser en quelque sorte la relation entre acquéreur et vendeur. Maintenant, chacun défend sa cause selon, bien entendu, l'angle qui l'intéresse. Vous savez, si on doit s'attarder sur les problèmes soulevés par la VFA, il nous faut 3 émissions. S'il y a beaucoup de problèmes liés à la VFA, je ne parle pas de mauvaise foi des promoteurs. Des gens avancent cet argument, je ne suis pas d'accord. C'est effectivement, c'est ce climat de méfiance qui s'est malheureusement, approfondi. Moi, je pense qu'il faut chercher là où les promoteurs n'ont pas réussi à s'adapter pour trouver la solution pour que cette loi existe. Parce que finalement, l'esprit, c'est quoi? C'est pas d'abolir cette loi ou l'abroger de façon définitive et revenir à la vente initiale qui a toujours prévalu. C'est aujourd'hui d'instaurer ce climat de confiance. Et le climat de confiance, c'est le cadre juridique qui le permet. Alors, ce climat de confiance, on parle de climat de confiance, et là maintenant, est-ce qu'on peut évoquer d'autres problèmes qui sont à l'origine aussi de, si on peut appeler cette crise du logement? J'espère vers la fin de cette émission, nous réussirons peut-être à avoir une réponse à la question, est-ce qu'on est en pleine crise ou en reprise du secteur? Il n'y a pas aujourd'hui de confiance établie entre un acquéreur et son promoteur immobilier. Peut-être un élément qui est rattaché à cette idée de climat de confiance, je pense que ce sont les prix. Aujourd'hui, il y a un certain flou au-dessus des prix. Très bien. Donc, s'agissant des prix, on les voit fluctuer. Donc nécessairement, à partir du moment où on se dit qu'ils ne sont pas stables sur la durée, ils pourraient baisser, et donc ça fait qu'on ne concrétise pas sa transaction. Ça, c'est vraiment le comportement de base qui est constaté aujourd'hui sur le marché. Après, il faut se poser la question, ce prix, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Alors justement, c'est cette question très très importante de la volatilité des prix qui réfracte plus d'un. On voit qu'il y a des prix qui atteignent jusqu'à 30 000 dirhams le mètre carré, si ce n'est plus dans certaines régions. Je noterai celle de Casablanca en l'occurrence. Il y a cette volatilité des prix. Il y a des prix exorbitants, comparant ça bien sûr au salaire moyen du Marocain. Il y a cette question de spéculation. Madame Benzra, il y a eu des organismes qui ont été créés pour réguler cette volatilité des prix d'un côté et puis ce fléau de spéculation. Parce que vous avez on en est où de cet organisme? Absolument, oui, d'accord. D'abord, vous avez posé une question très importante, crise ou pas crise dans le secteur immobilier. Moi, je voudrais d'abord passer en revue avec vous ensemble et on va conclure par la suite, est-ce qu'il y a une crise ou pas. Nous avons vécu pendant les années 2010, 11, 12 et 13 des années de boom immobilier. Et c'était grâce au logement social à 250 000 dirhams. Nous étions sur des pics, sur une situation, on va dire, exceptionnelle. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une régulation de la situation du marché. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une régulation entre l'offre et la demande. On n'est plus dans les années d'euphorie immobilière
parce que le logement social à 250 000 dirhams, il a tiré tout vers le haut, et à des pics, on n'était jamais arrivé à ces indicateurs-là. Jamais. On a enregistré des mises en chantier de 400 000 chantiers, on a enregistré une consommation de ciment incroyable. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'avant le logement à 250 000 dirhams. Et c'est normal, quand on booste le marché avec un programme soutenu par l'État, c'est normal, il ne va pas durer toute la vie, il va durer 4-5 ans. Et puis par la suite, l'offre et la demande fera son travail, et on va retourner à la situation antérieure. Donc nous sommes en train de comparer en fait deux situations qui sont incomparables. Une situation exceptionnelle avec une situation régulée. Donc c'est normal que le notaire qui enregistrait une transaction par jour va certainement enregistrer une transaction en une semaine. Les architectes n'auront pas autant de commandes qu'avant. C'est normal que la cadence va retourner à une situation normale, je vais dire normale, régulée. Et c'est pour ça qu'on ressent, tout le monde dit cri, et puis aussi, c'est pour ça aussi que les prix ne sont pas stables. Mais là, vous ne parliez que du social. Non, mais c'est parce que le social, il représente 70% du marché immobilier. Oui. Donc il tire tout, il tire le tout le non, marché. mais là, si on prend en termes de production, il tire oui, en effet vers le haut, et ça entre dans une politique urbaine, entreprise par l'État. Mais là, nous tendons à oublier, en tout cas, des fois, on oublie un peu le moyen et le haut standing, et c'est là où le bas blesse, parce que justement, il y a cette volatilité des prix. Alors justement, nous allons continuer sur ce point très très important des prix, parce que ça concerne également une grande partie de la population, des gens qui nous regardent, de cette volatilité des prix, de la spéculation. Nous allons y revenir juste après cette courte pause pub. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à nouveau si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue à ce numéro de l'Hebdo Écho que nous consacrons aujourd'hui au logement. Crise ou reprise, nous allons donc répondre à cette question. Mais avant la pause pub, nous parlions d'un point essentiel dans l'achat d'un bien immobilier. Bien sûr, bien évidemment, nous parlons là du prix. Nous parlions de spéculation avec vous, Madame Benza, de cette volatilité des prix. Bien évidemment, nous ne parlons pas du segment social. Et là encore, malheureusement, on trouve qu'il y a aussi de la spéculation dans ce segment de logement. Parlons à présent du moyen et haut standing. Il y a quelques années, un organisme a été créé pour justement réguler une espèce d'argus, si on peut appeler ça, des prix des biens immobiliers. Est-ce que c'est conforme à la réalité selon vous? Vous parlez du référentiel, oui. En fait, du référentiel. Le référentiel est une bonne, c'est une action, on va dire, louable, parce que elle a pour intention, le référentiel a pour intention de réguler les prix des terrains et aussi des appartements et des logements. Maintenant, quand on a un peu travaillé avec ce référentiel, beaucoup de gens ont constaté que il manque encore des précisions. C'est-à-dire que il y a une uniformité du coût qui est déclaré ou bien qui est affiché dans le référentiel. On ne fait pas de distinction entre est-ce que c'est bien orienté ou pas orienté, est-ce que c'est dans quelle zone, c'est une standardisation, on va dire, du prix sur tout un quartier. Et donc c'est ce qui a provoqué un petit peu un certain flou. Mais aujourd'hui, l'administration est en train de corriger certains référentiels. Et finalement, c'est un moyen, personnellement, je trouve que c'est un moyen efficace pour réguler le marché immobilier. Alors, quand on dit c'est une excellente base. Oui. Il y a régulation, il y a contrôle. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler si qu'un vendeur vend effectivement avec, ou en tout cas en conformité plus ou moins avec cette charte référentielle de prix? Cette charte, elle régule au minimum, mais pas au maximum. C'est le marché qui régule au maximum. C'est-à-dire pas de lapsus, n'est-ce pas? Entre régule, non. Okay.
Mais aujourd'hui, pour moi, si vous voulez parler des prix, les prix ils ont beaucoup augmenté à un moment parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Okay. Aujourd'hui, sur les 2-3 dernières années, on voit un réatterrissage de ces prix-là, et notamment par beaucoup d'offres promotionnelles, beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses comme ça qui sont quelque part aussi, il faut se l'avouer, des réductions déguisées. Donc, interdit par la loi. De quoi? D'offrir Oui. Ah bon? Ah oui. Ah donc les publicités que... Non, les offres de cadeaux qui accompagnent une vente, par exemple, d'un appartement, voilà, c'est interdit par la loi. On apprend des choses avec vous, maître. On va le dire à BMW. Non, on ne cite pas de marque sur ce plateau. Oui, alors donc en fait, juste pour vous laisser finir votre idée, donc ces stimulations qu'on fait aux clients, elles sont notamment motivées par une baisse de la demande. Forcément, c'est pour attirer le maximum de clients. D'accord. Si vous avez 100 clients à la porte et que vous avez 20 appartements à vendre, vous n'allez pas forcément faire des offres promotionnelles. Et si vous avez l'inverse, vous allez forcément essayer. C'est logique. Donc c'est là où je dis le marché il régule. Maintenant, quand vous parlez des prix à 30 000 dirhams ou 35 000 dirhams sur Casablanca, il faut voir aussi que si le Maroc choisit... Il y a plus, hein. 45 000 dirhams, 50 000 dirhams. Si le Maroc choisit... C'est énorme. Énorme. Si le Maroc choisit une orientation d'être un hub économique et d'attirer des gens qui avant étaient à Singapour ou à Londres ou à New York pour venir d'ici traiter l'Afrique ou d'ici traiter d'autres pays, il faut savoir que s'il était à Singapour dans un immeuble, il ne va pas venir ici habiter dans un logement social. C'est incomparable. Mais là aussi, nous ne parlons pas qu'on va le mettre dans un logement social. Non, il y a du haut standing. Forcément, on va faire du très haut standing à ce niveau-là. Mais c'est une niche. Moi, je parle maintenant du citoyen, du consommateur marocain qui voudrait acquérir un bien décent. Mais il ne va pas venir acheter un bien à 50 000 dirhams le mètre. Il ne va pas venir acheter un bien à 50 000 dirhams le mètre. En Place, c'est comme la Mamounia. Ces projets-là sont faits aussi pour des clients internationaux, pour ce niveau-là. Donc forcément, si le Maroc choisit une orientation, il y a des conséquences qui sont imputées parce qu'il y a une demande, et donc les promoteurs qui font ce type de projet, ils répondent à la demande en mettant des services et une qualité de construction ou de clim, de vitres, de portes, de choses qui font que le mètre carré, de proximité de la mer, de choses comme ça qui font que le prix est très cher. Très bien. Pour rester sur cette question du prix, je crois que pour rétablir la confiance parmi les consommateurs aujourd'hui, il s'agirait peut-être de tranquilliser le consommateur et de renforcer la lisibilité sur la qualité qu'il achète. Parce qu'à partir du moment où on est sûr qu'on achète de la qualité, on paye le prix. Je crois que c'est très logique. Et ça, il y a une initiative de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers donc, qui a mis en place un label de qualité. Mais bon, pour avoir suivi un peu le développement de ce label, aujourd'hui, je crois qu'il y a un besoin qui soit accompagné par les autorités. C'est un excellent travail, aujourd'hui, je le dis objectivement, mais il y a cet accompagnement qui manque encore. Qui concerne les projets. Et non pas voilà, absolument, c'est une précision importante. Donc ça concerne les projets et non les promoteurs. Madame Benzin. Alors je voudrais revenir sur le coût, en fait, le prix de l'immobilier qui coûte encore cher. Il y a deux raisons à cela importantes. La première, c'est que dans les zones tendues, telles que Casablanca ou Rabat, on ne peut pas rêver que le prix baisse un jour. Tant que la demande est beaucoup plus forte que l'offre, il y a toujours ce décalage entre le prix et la capacité de financement du citoyen. Le deuxième problème, en fait, c'est le prix de revient du logement. Le logement, il coûte... D'abord, le logement, il coûte beaucoup. Pourquoi? Parce que la part du foncier, elle est exorbitante. Des fois, ça arrive à 50-60% du prix de revient total
du logement. Et donc, c'est d'abord le foncier. S'il y a un travail à faire, c'est sur le foncier. Le foncier, il coûte encore cher dans les zones à grande tension de la demande. Et c'est ce qui fait qu'il y a un décalage entre le pouvoir d'achat du ménage marocain, et le coût final du produit final de l'appartement ou du logement. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de réguler un peu entre le moyen et le haut Même en prenant en compte cette question du foncier, qui d'ailleurs mériterait plus d'une émission, comme vous le disiez tout à l'heure sur un autre point. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réguler justement, le référentiel, il était fait pour ça d'abord. C'était pour réguler en fait ces prix-là. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas vraiment marché comme vous le souhaitiez. Enfin, comme tous les organismes qui se sont mis ensemble pour. Vous savez, on peut. Oui, moi aussi, je trouve que ça marche bien. On peut pas évaluer en fait un référentiel en une année ou 2 ans. Il va falloir lui donner du temps, parce qu'au départ, il va falloir encore recadrer. Voilà, c'est une base pour nous, et c'est une base intéressante et qui manquait. C'est un maillon qui manquait en fait à la scène immobilière, et aujourd'hui, elle est là. On doit l'encourager. C'est un moyen de régulation important. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir aussi travailler sur le foncier. Le foncier, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que le ministère, on a une stratégie, on voudrait travailler sur ça, on est en train de monter une stratégie sur ça. Mais ce qu'il faut, c'est que les détenteurs aussi du foncier, public ou privé, doivent avoir aussi une vision et doivent pouvoir libérer ce foncier. Je ne sais pas si je dois continuer sur ce point. Est-ce que vous me donnez encore brièvement, parce qu'il faut qu'on passe aussi à d'autres points. Voilà, donc on passe et puis après, Si vous me permettez juste un mot. Oui, bien sûr, allez-y. Vous disiez comment réguler. La meilleure manière de réguler, c'est d'ouvrir de nouvelles zones. Mais ouvrir une nouvelle zone, c'est pas mettre un terrain à la disposition de promoteurs, c'est créer de la vie. C'est quelqu'un qui... Pourquoi on veut habiter aujourd'hui en centre-ville? Parce qu'on veut aller à l'école, on veut avoir une clinique à côté ou un hôpital, on veut avoir des routes. Si vous me dites, OK, vous allez aller à 10 km de la ville, mais vous aurez juste un immeuble, il va falloir faire le trajet. Il n'y a pas de raison que j'y aille. Maintenant, si en sortant de la ville, il y a tous les mêmes avantages, du coup, le centre-ville et la périphérie sont en compétition. Et quand il y a compétition, vous allez choisir soit le moins cher, soit le mieux fait, soit... Et s'il vous plaît, si vous permettez, nous, à la Fédération des promoteurs, on a les mêmes combats d'avoir de la confiance avec les clients, parce que sans clients, on ne travaille pas, nous. Et on veut tendre vers la qualité. Pourquoi? Parce que si les clients ne veulent plus acheter de chez nous, on ne travaille pas non plus. Donc, si vous voulez, j'ai beau défendre l'idée des promoteurs, les 2 combats dont on parle là, c'est des combats que nous, on a tous les jours avec nos membres pour leur dire, n'oubliez pas que la confiance, c'est ce qui fait l'achat. Sans confiance, il n'y a pas d'achat. Donc là-dessus, on est tous d'accord. Alors en parlant de confiance, justement, il y a un point très très important que on ne peut pas parler de logement et d'acquisition de logement sans évoquer ce point épineux qui est le noir. Aujourd'hui, certains organismes bancaires vont jusqu'à proposer un financement qui peut aller jusqu'à 130%, en comptant que les 30% devraient aller à l'aménagement du bien immobilier. Mais on sait très bien que ça ne va pas vers, malheureusement pour l'acquéreur, ça ne va pas pour acheter ses meubles, etc. Mais ça va en dessous de table. Oui, vous parliez de confiance. Moi, je veux vous dire, est-ce que vous savez combien représente la part de la construction, l'autoconstruction au Maroc? C'est plus de 50% d'autoconstruction. Oui. Okay. La majeure partie du noir, elle est dans ce segment-là. Nous, la Fédération des promoteurs, on est avec la partie professionnelle qui produit. Depuis 2007-2008, le cheval de bataille numéro 1 de la Fédération des promoteurs, c'est le noir. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un travail, et je laisserai les autres parler de ça plus que moi, parce que
ils seront peut-être plus crédibles, mais aujourd'hui, Ah ben, la majeure partie on des est tous promoteurs autour de cette professionnels ont retiré le noir de leur vente. Maintenant, on ne peut pas contrôler tout le marché, vu que 50%... Mais qui doit le faire? Qui doit contrôler ce marché? Non, En vérité, pas eux, c'est la en fait, justice. absolument, C'est la justice, c'est pas le ministère de l'Habitat, c'est la justice. Là-dessus, il faut être intransigeant. Parce que ça réfracte. Si on parle d'une crise de logement aujourd'hui, beaucoup de personnes sont réfractées par le noir. Ouais. C'est une réalité. On ne va pas se voiler la face. Entre deux particuliers, vous ne pouvez pas faire grand-chose, sauf la justice. Non, je parle bien sûr de... dans la je parle de relations promoteur et la acquéreur. construction non professionnelle et un particulier, vous ne pouvez pas faire grand-chose, sauf la justice. On a une expérience en fait édifiante, c'est celle du logement social. On va revenir au logement social. C'est que nous avons créé une convention, un cahier de charges, et c'est une sorte de charte à laquelle le promoteur, enfin même plus qu'une charte, un engagement du promoteur immobilier sur un certain prix, à 250 000 dirhams. Et donc le citoyen ou le ménage qui vient l'acheter, il connaît le prix depuis le départ, et la transaction, elle est faite d'une manière transparente, par le biais d'un notaire, etc. Donc ça a réduit beaucoup le noir. Je ne vais pas dire que ça a fait disparaître le noir complètement, ça ne peut pas disparaître, mais c'est une expérience. Mais c'est une expérience qu'il faut peut-être encore relayer dans les autres programmes. Oui. Est-ce que c'est réaliste? Parce que on entend que justement ces logements de 250 000 dirhams, madame, c'est-à-dire de la bouche de gens qui ont essayé justement d'acheter à ce prix-là, il n'y a pas. Il y a 350 000. Et là, nous ne sommes plus dans le social. Alors, si vous permettez, moi je dirais, soit vous parlez de cas particuliers, il y a des brebis égarées dans... Ça, c'est certain qu'il y a des brebis égarées, qu'on ne pourra pas éradiquer le noir totalement. Et dans d'autres pays, il y en a encore. Mais en Europe, aux États-Unis, il y a encore du noir. Okay, entre certains travaux. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le meilleur moyen de combattre le noir, ça a été la concurrence et la crise. Pourquoi? Vous êtes client, vous avez la main, vous avez deux projets en face de vous. Il y en a un qui fait du noir, il y en a un qui ne fait pas de noir. Et vous ne voulez pas de noir, chez qui vous allez? Naturellement. Monsieur Hannibal, vous voulez peut-être rebondir sur ce que disait madame? Oui, non, juste une précision par rapport à cette histoire de noir. Effectivement, la solution, c'est la justice, parce que vous n'allez pas trouver, parce que c'est déjà interdit, donc c'est déjà illégal, donc c'est pas dans un texte de loi qu'on va retrouver la solution. Et quand vous dites justice, c'est quoi? La justice, moi je dis, c'est-à-dire même la justice ne peut pas répondre, parce que quand on dit black, donc c'est le caractère occulte de l'opération, donc vous ne pouvez pas prouver la chose devant un juge. Donc la justice, on sait très bien qu'il sera pratiquement impossible de prouver la chose devant un juge. Faut être réaliste. Par contre, et là je suis d'accord avec M. Hlou, la solution c'est la concurrence. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, c'est anecdotique quelque part, lorsque je vois sur une affiche 100% déclaré. Donc la déclaration du 100% du prix est devenue un argument de vente, alors que c'est, je dirais, ça devrait être, je dirais, un détail normal de vente de quelque chose de pas, qui n'est pas exceptionnel. Le problème du noir se pose à ce niveau. Mais il y a un autre problème au niveau du noir. C'est que ça entrave la possibilité d'aller demander une résiliation. Je reviens, et je voulais depuis tout à l'heure, j'irai mettre le point sur un autre détail d'ordre juridique. C'est pour les prix, parce que qu'est-ce qui bloque? Et effectivement, il y a ce référentiel de prix, effectivement, il est en train de se mettre en place, on va attendre que les choses évoluent dans le bon sens, mais attention, qu'est-ce qui se répercute aussi sur les prix? C'est les problèmes qui sont liés à la prévente. Donc il y a une phase préliminaire qui est la promesse de vente. On ne va pas parler de VFA, parce que la promesse de vente, on peut l'établir avant même, quand bien même le bien serait achevé et construit et livrable. Donc on passe très souvent par des compromis ou bien des promesses de vente, le temps d'obtenir un crédit. Cette phase aussi, le problème, c'est qu'elle n'est régie par aucun texte au Maroc. Donc c'est cette phase en général qui pose beaucoup de problèmes. Et ça, des gens qui sont dans l'esprit de s'engager et prenant conscience de ce qui se passe pour des cas similaires, ils sont freinés dans leur élan. Donc du coup, ça se répercute effectivement sur la demande et automatiquement sur les prix également. Donc il faut réguler cette phase. Oui, cette phase, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de texte qui régit la promesse de vente de manière, je dirais, claire ou bien un cadre juridique précis.
nous n'en avons pas au Maroc. Maintenant, c'est la justice qui fait office aujourd'hui de régulateur, sauf que malheureusement, nous avons des décisions complètement contradictoires. Même la justice n'arrive pas aujourd'hui à s'orienter vers une décision unifiée afin de permettre d'éclairer la voie pour gérer pour les consommateurs et aussi pour les vendeurs, pour les promoteurs immobiliers. Je crois que ce qui ressort de tous ces éléments, c'est que à un certain moment, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui fait que cette confiance des acquéreurs n'existe plus aujourd'hui. Et je suis bien curieux aujourd'hui de savoir si le ministère de l'Habitat et les promoteurs immobiliers, donc à travers la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, se rencontrent ou réfléchissent ensemble pour accorder leur violent, pour dire, voilà, nous référençons tel problème, et nous prévoyons tel plan d'action. Vous permettez, mon cher ami, la fédération n'est pas représentative, parce que, attention, la fédération voilà, ne représente pas l'ensemble des promoteurs. C'est un problème supplémentaire. Si vous voulez, le point numéro 1 pour nous à la fédération, c'est la confiance, parce qu'on le voit bien. C'est notre. Avant, c'était le noir, notre cheval de bataille. C'est peut-être les brebis égarées dont on parlait. Enfin, peut-être que c'est des. C'est ça. C'est le problème des brebis égarées, c'est que c'est ça qu'on parle dans les cafés. C'est ces exemples-là qu'on prend. Mais aujourd'hui, moi, je vais faire une demande aux clients. Ne donnez pas de noir. Allez dans les projets les mieux structurés. Allez chez les professionnels. Ne prenez pas le risque pour 1000 dirhams ou 1500 dirhams moins cher d'aller chez quelqu'un qui n'est pas professionnel. Allez chez les professionnels et mettez-les en concurrence. Ne payez pas de noir. Madame Benza. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Si Harmak. Absolument, nous recevons les promoteurs immobiliers, non seulement la FNPI, les moyens et petits promoteurs. Nous avons régulièrement en fait des séances de travail avec eux. Mais vous savez que le secteur immobilier, il est tellement transversal, il touche à presque tous les secteurs, hein, le financement, la justice, tous les secteurs économiques qui sont dynamiques au Maroc. Et donc, même si nous avons la tutelle sur ce secteur, il est évident qu'il faut la mobilisation de tout le monde. Vous savez, même quand on regarde le foncier, il existe chez le particulier, chez les domaines, chez plusieurs détenteurs de foncier. Donc c'est un tout. Et en fait, ce qu'il faut, c'est une convergence en fait de toutes les politiques économiques. Au lieu que chaque ministère travaille tout seul, qu'il y ait des absolument, c'est ce qui va régler aussi les problèmes des zones d'urbanisation nouvelles. C'est une convergence en fait des politiques. Si nous on vient faire un programme d'habitat dans une zone X, eh bien il va falloir aussi que la santé s'y mette, il va falloir que l'enseignement s'y mette, il va falloir. C'est des projets de société, c'est pas des projets de ministère. Absolument. Cette question de transversalité, si vous permettez, brièvement. Oui, cette question de transversalité, je crois qu'une grande partie des problèmes aujourd'hui qui sont un peu rapportés, que nous recueillons un peu auprès des opérateurs, c'est cette séparation entre le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Urbanisme. Ça a été discuté sur ce plateau même. Vous avez reçu. Oui, et effectivement, la conclusion a été la même. C'est cette recherche de transversalité et de travail en commun. Ça complique un peu la tâche. Je ne sais pas si, à votre niveau, qu'est-ce que vous en dites? Certainement. Mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est que l'urbanisme est un département qui concerne tous les secteurs. Très bien. Donc, évidemment, on fait partie des... Juste pour terminer, parce qu'il nous reste 2 petites minutes avant la fin de cette discussion, donc crise ou pas crise, ou reprise, et reprise de confiance finalement, parce que c'est le mot qui revient à chaque fois. Monsieur Helou, un dernier mot justement, peut-être une réponse à cette question. Pour moi, il y a 3 points pour la relance, si vous voulez. Il y a crise, mais pour la relance, parce qu'il faut être optimiste. Rassurer les clients. Donc ça, c'est primordial. Très bien. Donc la qualité, la sécurité des biens qu'ils achètent. 2, il faut sécuriser l'acte d'achat. Sécuriser l'acte d'achat, c'est essentiel. Parce que quand vous rentrez c'est l'achat le plus important de la vie d'une famille. Donc si ce n'est pas sécurisé, les gens ils préfèrent attendre ou ne pas faire que faire dangereusement. Très bien. Et 3, je pense qu'aujourd'hui, les incitations qui sont données, il faut les donner
aux gens qui achètent. C'est-à-dire, il faut pousser, aider les familles, soit fiscalement, soit avec des taux à 0% pour les primo-accédants, soit des taux sponsorisés par les entreprises. Mais il faut aider l'acquéreur. C'est lui qu'il faut aider pour que le marché reparte. Madame Menzha. Moi, je dirais que c'est un retour à un marché régulé. Je dirais aussi que s'il y a travail à faire, c'est aussi de la part des promoteurs immobiliers qui devraient utiliser les données sur la demande en logement. Nous avons sorti des données récemment et il va falloir travailler avec cette demande, une demande réelle pour qu'ils puissent éviter les surprises de mévente ou de type non adapté, de logement non adapté. Et en dernier point, il y a un travail de fond à faire sur le foncier et sur la libération en fait du foncier, qu'il soit public ou privé. Monsieur Nipa. Je termine là où je commence là où a fini Madame Menzha. C'est pour dire que aujourd'hui, on sent une disparité dans les textes de loi. Il n'y a pas un code, je dirais, qui regroupe, qui reprend un petit peu toute cette relation depuis son départ jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la livraison. Donc il y a une disparité de textes. Nous avons un arsenal juridique très très riche en matière immobilière, sauf que cette disparité de textes, malheureusement, provoque très souvent d'ailleurs des contradictions même dans les décisions de justice. Donc ce que je dis aujourd'hui, en fonction des réclamations que nous recevons, instaurer un climat de confiance, les promoteurs ont leurs arguments, les consommateurs ont les leurs. La justice, c'est vrai, il y a une lenteur, il y a une complexité de procédures. Pourquoi ne pas créer une instance de médiation afin de regrouper les personnes au sein de la même table et trouver, là où ça fait mal, on peut trouver des solutions, le temps que le juridique trouve une solution, je dirais, de façon plus claire. Plus clair et plus pratique, surtout pragmatique. Un dernier mot, Reda Harmak, surtout que vous êtes vraiment dedans et que... Effectivement. Pour clore le débat. Je pense crise qu'il on a des symptômes qui sont très clairs. Peut-être que ce qu'il est possible de déduire à travers toutes les interventions, c'est que l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une vision, tout simplement. Une vision pour le secteur, que tout le monde sache où est-ce qu'on va, clairement. Voilà. Parce qu'on a eu la vision du social, maintenant il faut peut-être passer à une vision un peu plus... D'autres success stories éventuellement. Exactement. Donc voilà. Pour rester dans l'optimisme que vous évoquiez, Monsieur Dhlou, messieurs, madame, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de l'Hebdo Écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous avec l'économie sur Médien TV, l'Hebdo Écho, sur ce excellente suite des programmes sur notre antenne.